Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce live. Alors aujourd'hui, dans les vendredis de la recherche, je reçois Loïc Ducrot, Bonjour Samantha. Bonjour Loïc, qui est maître de conférence en géosciences de l'environnement au sein du laboratoire CROM. Et donc dans notre première rubrique, on va parler un petit peu de qui tu es et ce que tu fais. Alors explique-nous tout ça. Alors donc je suis Loïc Ducrot, maître de conférence en géosciences de l'environnement. Plus précisément, c'est en biogéochimie, on va dire ça comme ça. Donc les géosciences, c'est très très vaste. Oui, tu nous expliqueras plus précisément. Parce que... Voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc je suis à l'université depuis septembre 2018. Je retrace mon parcours maintenant. Oui, Ouais. Okay. Comment tu es arrivé à l'université de Nîmes? Quel parcours académique tu as suivi? C'est un parcours assez linéaire, on va dire. J'ai eu la chance d'avoir ce parcours assez linéaire. Donc j'ai commencé par un IUT. Alors maintenant on parle de BUT, avant c'était des DUT. Donc un DUT génie biologique, génie de l'environnement. Donc je suis allé à Perpignan pour 2 ans. J'ai poursuivi à Avignon pour une licence en plutôt axée hydrogéologie. J'ai fait mon master à Montpellier. Alors peut-être c'est pas tout à fait linéaire de commencer par un IUT et ensuite aller à l'université, c'est pas... C'est vrai. C'était très appliqué, donc l'IUT était plutôt appliqué. Donc c'est pas une licence générale, mais j'ai pu récupérer une licence générale pour poursuivre mes études, ce qui me tenait à cœur. Et ensuite, du coup, je suis parti faire un master dans les sciences de l'eau à Montpellier, spécialisé sur la gestion des littoraux et des mers, qui est du coup un master très éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Comme quoi. Et qu'est-ce qui a fait que justement après l'IUT, tu as cherché à continuer tes études à l'université en fait? Qu'est-ce qui a fait ce déclic qui a donné envie d'aller à l'université? C'est une très bonne question. Donc c'était on va dire, il y avait une très large majorité d'étudiants qui ont poursuivi leurs études. Il y en a très peu finalement qui ont arrêté. Donc un certain nombre sont partis en école d'ingénieur, d'autres sont partis en licence professionnelle, d'autres ont arrêté. Et moi je voulais faire un master, donc la voie principale pour faire ce master, c'était la 3e année de licence générale justement. Et donc en cherchant un petit peu, les envies évoluent. C'est ce master qui t'a attiré en fait? Et ce master m'a attiré. Je voulais me diversifier. J'avais fait une licence hydrogéologie, j'avais des connaissances en environnement de façon très large. Et je me suis dit, une spécialisation plutôt en hydrologie avec un volet littoral, ça me plaisait beaucoup. Donc c'était un master qui existe toujours, qui est à Montpellier. Alors celui qui est proposé à Nîmes, plutôt dans les géosciences, n'existait pas encore quand j'ai fait mon master. Donc on est parti là-dessus. Ensuite, j'ai fait un stage qui m'a rapproché de ce que je fais aujourd'hui à l'IFREMER et à l'IRSN. Donc l'IFREMER, plutôt un organisme de recherche dans le domaine marin, et l'IRSN qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Cet institut est localisé sur plusieurs sites en France, dont un sur la Seine-sur-Mer, donc à côté de Toulon. Donc c'était un stage recherche, ce qui m'a donné aussi goût à la recherche de façon générale. Donc c'est là que j'ai découvert on va dire la démarche de recherche d'un chercheur. C'était un appui à une thèse justement.
Donc c'était sur le transfert de sédiments de façon générale dans l'environnement jusque dans la rade de Toulon, qui est une zone militaire sur laquelle je continue de travailler aujourd'hui, sur un petit projet. Et donc à l'issue de ce stage, donc je me suis dit, ça peut être super sympa de faire une thèse. Et donc j'ai candidaté à plusieurs offres de thèse, à Montpellier, à Aix, à Bordeaux et à l'IRSN, sur une antenne un peu différente de celle sur laquelle j'étais jusqu'à maintenant, qui est le site de Cadarache. Donc c'est un centre du commissariat à l'énergie atomique, le CEA, qui est au nord d'Aix-en-Provence et qui héberge d'autres structures, notamment l'IRSN. Donc j'ai fait mon doctorat sur ce site-là de Cadarache. Et la façon dont tu t'es dirigé vers le doctorat a été liée au stage que tu as fait. Tout C'est à des fait. contacts que tu as eus au cours de ton stage, en fait. Tout à fait, ouais. C'est vraiment mon parcours est jalonné d'opportunités qui se sont mises les unes à la suite des autres. Et donc du coup, c'était un laboratoire qui était partenaire de celui sur lequel j'étais, sur le site de la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon. Et donc du coup, il y a toute une phase de candidature, et donc j'ai été pris sur une thèse qui avait pour objectif d'évaluer la persistance d'une contamination. Alors, une contamination qui était liée aux essais nucléaires qui ont été réalisés pendant la guerre froide, hein, donc on va dire entre les années 50 et jusqu'en 63, où il y a eu un moratoire qui a interdit ces essais nucléaires. Et donc, ces essais nucléaires, pour tester l'arme atomique, plusieurs types d'armes atomiques d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'essais qui ont été réalisés par les puissances nucléarisées de l'époque. Les États-Unis, la France, la Russie, l'Angleterre, la Chine. Et donc, du coup, ces essais nucléaires ont dispersé de la matière radioactive à l'échelle du globe, hein, essentiellement de l'hémisphère nord, mais c'est quand même réparti un peu partout. Et donc, du coup, après, ça retombe mécaniquement sur les surfaces continentales, les surfaces marines. Et donc, l'idée, c'était de voir si cette contamination était encore visible aujourd'hui et était responsable d'un certain nombre d'interrogations qu'on avait sur deux éléments radioactifs, en particulier un élément radioactif qui est l'élément radioactif de l'hydrogène, qui s'appelle le tritium. Et donc ça, c'était dans le port de la Alors, c'était Seine-sur-Mer complètement déconnecté. Là, cette Ah, échelle d'études était plutôt sur le pourtour méditerranéen, donc qui d'accord. colle plutôt bien avec mon parcours universitaire, hein. Je passais de Perpignan à Avignon, Montpellier, Toulon. Et donc Ah là, oui, j'ai la travaillé Méditerranée. sur cette échelle méditerranéenne. Donc, je suis resté plutôt assez, assez local. Donc, ce qui m'a ramené après à Nîmes. Donc, je reste vraiment dans ce périmètre méditerranéen. Bon, j'ai la chance d'avoir eu ce parcours-là. D'accord. Et donc, dans le cadre de ta thèse, tu travaillais tu travaillais avec les laboratoires, avec les organismes de recherche? Alors, je travaillais au sein de... Donc, l'IRSN, c'est une très grosse structure, hein. Il y a plusieurs milliers d'employés, essentiellement des chercheurs, avec des labos qui sont très compartimentés. Donc, moi, j'étais dans un laboratoire qui travaillait sur justement les transferts de radionuclides à l'échelle des compartiments aquatiques, donc tout compartiment aquatique confondu. Donc, c'est très ciblé. Et donc, du coup, je travaillais avec des laboratoires en partenariat essentiellement de l'IRSN. C'est un milieu nucléaire qui est assez cloisonné par moment. Et donc, on avait la chance d'avoir des partenariats pour la métrologie, donc la mesure d'échantillons, pour des analyses autres. Donc, j'ai essentiellement travaillé au sein de l'IRSN. J'étais forcément rattaché à une école doctorale, hein. On a une école doctorale à Nîmes. Moi, j'étais donc sur un autre périmètre qui était le périmètre d'Aix-en-Provence. Donc, j'étais rattaché à l'école doctorale 251 d'Aix-Marseille Université. D'accord. Mais j'avais peu de relations en dehors des formations. Oui, tu étais vraiment dans le monde Ouais, complètement. plus de la recherche que de l'université. Tout à fait. Ouais. Et donc, alors on va passer à la rubrique suivante parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, donc le tritium, comme tu l'as évoqué. Avec plaisir. Voilà, donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est que le tritium et Alors, avec quel plaisir. rôle il joue dans tes recherches. Alors, j'ai commencé avec le tritium, mais je suis encore en train de l'étudier. Alors, c'est un... Tritium, on dit tritium? On dit tritium. Ouais, Tritium, on pardon. dit tritium. D'accord. Donc, c'est le seul isotope radioactif de l'hydrogène. Donc, quand on a le tableau périodique de tous les éléments chimiques, on a l'hydrogène qui est le premier, le plus léger,
celui qu'on va avoir partout, hein. L'hydrogène, ça part absolument partout. C'est partout, on le respire, on en mange. Évidemment, on ne peut pas le voir, mais ça constitue toutes les matières vivantes. Et il y a une toute petite proportion de cet élément qui est radioactif, donc qui est un petit peu plus lourd et qui va se désintégrer. Donc, comme tout élément radioactif, il se désintègre pour donner naissance à un autre élément. Donc là, en l'occurrence, ça va donner de l'hélium lorsqu'il va se désintégrer. Et donc, en se désintégrant, forcément, il va produire un rayonnement, et ce rayonnement, il peut être plus ou moins nocif. Alors, en l'occurrence, le tritium, on en parle beaucoup, on va dire, dans le domaine du nucléaire, parce que c'est un élément qui est rejeté par les installations, notamment les centrales nucléaires. Donc, c'est un des deux principaux éléments rejetés par les centrales nucléaires. Et donc, du coup, on en parle beaucoup, il est très médiatique, il n'est pas très très dangereux, hein, par rapport à la dangerosité du plutonium ou de l'uranium, hein, qui sont des combustibles nucléaires qu'on va utiliser dans les centrales, mais il a quand même une petite toxicité du fait de sa désintégration. Et donc, du coup, ce tritium, on va le retrouver de façon naturelle, il est produit naturellement, il est produit dans l'atmosphère, il est produit dans le sous-sol, ce qu'on appelle la lithosphère. Et il va être produit aussi artificiellement, donc il a été produit par les bombes atomiques, hein, lorsqu'elles explosaient. Et il est aussi utilisé pour ses propriétés, justement, ses propriétés de désintégration radioactive. Et cette désintégration, elle va, donc en se désintégrant, ça génère un rayonnement, donc on qualifie ce rayonnement de rayonnement bêta, il y a plusieurs types de rayonnements. Et ce rayonnement bêta, il va au contact de différentes substances. En l'occurrence, on est plutôt sur ce qu'on va appeler des sulfures métalliques. Lorsque ce rayonnement va venir taper un sulfure métallique, il va générer de la lumière. Et donc, c'est quoi un sulfure métallique? Quel type alors, c'est des minéraux. Des minéraux plutôt. Ouais, D'accord. des minéraux. On va en retrouver dans les minéraux. Donc, ça peut être du sulfure de cuivre, du sulfure de zinc, c'est des petites particules, hein, essentiellement minérales. Et lorsqu'elles vont recevoir ce rayonnement radioactif, ça va générer de la lumière. Alors, selon le type de métal, si c'est du cuivre, si c'est du zinc, on va pas avoir la même couleur, hein, ça peut être vert, bleu. Et donc, pour ses propriétés luminescentes, il a été beaucoup utilisé par le passé. Alors, ça a évolué, hein, la législation a évolué, la prise en compte de la dangerosité de la radioactivité a aussi évolué, heureusement. Donc, on ne l'utilise plus trop aujourd'hui. Mais il a été beaucoup utilisé, notamment dans l'industrie horlogère, donc pour la fabrication de montres, et notamment sur les aiguilles. Quand vous avez votre montre qui s'éclaire la nuit, qui est tout le temps éclairée, vous voyez bien les aiguilles. Si c'est une très vieille montre, il se peut qu'il y ait des éléments radioactifs qui soient posés dessus. Donc, on a eu du radium qui était un élément radioactif. Ensuite, on est passé au thorium qui est également radioactif en partie, et le tritium qui était le moins nocif des trois et qui a fini par être utilisé. Donc, aujourd'hui, on utilise une substance chimique, hein, pour éclairer les montres, mais pendant longtemps, on a utilisé ce tritium. Et du coup, c'était très faible, hein, c'était juste sur le contour des aiguilles, mais ça a généré, ça contenait beaucoup de radioactivité. Et donc, du coup, c'était une période un petit peu différente. Donc, à la fin des années 90, 80, 90, on avait moins de connaissances sur le transfert de cet élément-là dans l'environnement. Et on retrouve en fait des activités assez importantes de ce tritium dans le Rhône, notamment dans le sédiment qu'il y a dans le Rhône. Et donc, on suppose que ça vient de ce type d'industrie-là. Alors ça répond à la question de notre rubrique qui est pour qui et pourquoi. C'est-à-dire que à partir du moment où, si on a de plus en plus interdit le tritium plus récemment, c'est parce qu'on a fait de la recherche pour découvrir qu'il y avait des effets sur l'environnement pérennes. Et voilà, donc ça, c'est le sens de ta recherche aussi. C'est aussi le sens de ma recherche. Alors, ça répond à deux questionnements. Ça répond à un questionnement, on va dire, sanitaire. Est-ce qu'il y a une dangerosité? Alors, aux concentrations que l'on observe, que l'on mesure aujourd'hui, on n'a pas un danger sur la santé humaine. Il faut vraiment des activités. On parle d'activité, mais on parle d'activité dans le domaine du nucléaire, mais c'est la même chose qu'une concentration dans l'esprit des gens. Donc, si on a une très forte concentration, là, il peut y avoir un effet. Mais il y a aussi une question sociétale derrière. C'est que on est sur le domaine nucléaire est quand même très encadré, très surveillé. Et du coup, il y a, comme je vous l'ai dit,
le tritium étant rejeté par les installations nucléaires, il y a notamment des associations des associations d'usagers, de riverains qui militent et qui sont attentifs au rejet des installations. Et donc, s'ils découvrent beaucoup de tritium sur un ou deux prélèvements, ben, ça pose des questions et un poids politique important. Et donc, il faut pouvoir apporter des réponses aussi à la société sur les concentrations qui peuvent être mesurées. Et donc, du coup, voilà, il y a ces deux questionnements-là. Il y a un questionnement qui est sociétal et puis il y a un questionnement qui est sanitaire. Alors, sur lesquels j'interviens pour apporter justement des éléments de réponse sur ces thématiques. D'accord. Donc ça marche pour le tritium horloger et pour le tritium qu'on peut retrouver lié toujours à cette peinture-là dans différents contextes, et notamment c'est un projet de recherche sur lequel je suis actuellement. Dans la rade de Toulon, on a ponctuellement des concentrations un petit peu plus élevées. Donc on essaye d'identifier justement l'origine de ces concentrations un peu plus élevées en tritium, toujours dans le sédiment. Du coup. Qui serait une activité militaire Alors qui serait serait liée à l'activité essentiellement militaire dû à, alors pas une activité militaire en tant que telle, mais à des matériaux qui contenaient cette peinture-là et qui sont utilisés par l'armée pour ses propriétés luminescentes. Encore une fois, alors c'est seulement des hypothèses, hein, nous on essaye justement d'identifier ces particules, arriver à les visualiser, on les regarde au microscope. Enfin, déjà il faut les trouver et puis après il faut essayer de les regarder et de vérifier que c'est bien elles qui sont responsables de ça. Encore une fois, on est sur des activités qui sont assez faibles, hein, il n'y a pas de danger pour l'homme ou pour l'environnement. C'est plutôt un questionnement scientifique qui est de comprendre exactement d'où vient une concentration, voilà, pas une concentration chimique, mais une activité radioactive, si elle est un petit peu au-dessus de... Parce que permettre de mesurer cette activité, ça voudrait dire permettre de mesurer l'effet de l'industrie nucléaire sur l'environnement. Ça y participe complètement et ça permet d'apporter des clés de réponse pour identifier d'où ça vient. Et en identifiant d'où ça vient, ben, ça permet de comprendre comment ensuite ça va se transférer, par exemple, dans les poissons, dans les moules et jusqu'à l'homme. Alors, encore une fois, là, on est sur des activités qui sont très faibles, mais si on imagine par le pire des scénarios un accident nucléaire, ben, du coup, il faut savoir ben, comment, en fait, ces différents contaminants, ils vont ensuite arriver dans toute la chaîne trophique, hein, donc du végétal à l'animal jusqu'au consommateur final, et le plus souvent, c'est l'homme. Donc, du coup, il faut avoir ces clés de compréhension pour ben, être prêt, enfin, en tout cas, avoir cette connaissance de ce devenir, de ce transfert dans les différents compartiments de l'environnement. Et ça, c'est une de mes thématiques de recherche qui est la compréhension de ces transferts à l'échelle de plusieurs compartiments, donc du compartiment atmosphérique jusqu'au compartiment terrestre, jusqu'au compartiment aquatique. Voilà, donc il y a vraiment cette approche intégrée de compréhension des mécanismes qui vont gouverner ces transferts. D'accord. Et ça, donc là, sur ce projet-là, tu travailles avec d'autres laboratoires en Oui, collaboration? j'ai gardé des liens assez importants avec l'IRSN. Donc, ils ont une force, on va dire, de mesure des échantillons. On appelle ça une force métrologique assez développée. Donc, ils sont en partenariat sur ces projets-là, sur ces deux projets notamment. Ils ont des équipements Ils ont des scientifiques équipements scientifiques dédiés. pour mesurer ces échantillons. Ouais, d'accord. Qu'on n'a pas forcément à l'université. C'est du matériel qui coûte très cher et qui nécessite un entretien, une maintenance, une présence et un nombre d'échantillons très conséquent pour être rentable, ce qui n'est pas notre cas ici. D'accord. Et donc là, sur cette thématique-là, tu travailles depuis combien de temps? Alors, j'ai enchaîné plusieurs projets sur ce sujet-là. Donc, je dirais que depuis 2018, donc mon doctorat, je l'ai soutenu en 2018. Ça a été une thématique un petit peu en fil rouge. Donc, on est passé on va dire de la recherche d'hypothèses et de compréhension de ces activités en tritium dans le Rhône jusqu'au tritium dans la rade de Toulon. Donc, là, actuellement, j'encadre un stage sur cette thématique-là. Donc ça a été un fil rouge en fait depuis 2018 avec plusieurs jalons, plusieurs échéances et une réflexion qui a maturé aussi et aussi des interactions du coup avec les partenaires externes à l'université. Alors pour rentrer un peu dans la description de ton activité de chercheur, comment ça se passe pour travailler sur cette thématique-là? Par exemple, tu vas sur le terrain avec ce ou cette stagiaire, tu prends des mesures. Exactement. Quelle est ton activité dans ce projet-là? Alors, Concrètement, tous les jours?
Quel est l'avis d'un chercheur? Quel est l'avis d'un chercheur? Alors c'est une très bonne question. Donc je vais prendre l'exemple de ce projet, puis après je pourrais dire 2-3 mots sur les autres thématiques Mhm. sur lesquelles je suis. Sur ce projet, la particularité, c'est d'essayer d'avoir une méthode, on va dire, normalisée, standardisée, pour mesurer des échantillons qui peuvent contenir ce type de particules qui contiennent du tritium. Et donc, pour avoir cette standardisation, on fait des tests. On fait des tests en laboratoire. Donc, on va chercher un échantillon, on va prélever de l'eau ou du sédiment, en l'occurrence dans la rade de Toulon. On le ramène, on va le traiter. Donc, notamment, on va le sécher. On a des machines pour sécher ces échantillons de sédiments et pour stocker l'eau. Et ensuite, on va faire plusieurs tests. On va essayer de l'évaporer, on va essayer de le distiller, on va faire plusieurs manipulations au laboratoire, hein, donc sur le site de Hoche. Et on va un petit peu le détricoter complètement, cet Mhm. échantillon, essayer de récupérer, de le purifier et d'obtenir à la fin le moins de matière possible qui va contenir nos particules de tritium. Donc ce serait théoriquement, hein, sur les travaux qu'on a déjà menés, des particules qui sont très lourdes. Donc on fait ce qu'on appelle des séparations densimétriques. Donc on récupère les matières qui sont les plus denses, les plus lourdes, et on essaye de les récupérer à elles pour ensuite les regarder avec un microscope très puissant qu'on a à l'université, et pour ensuite du coup l'identifier. Et dans un dernier temps, on va aller mesurer cet échantillon, donc avec un autre partenaire qui est l'université d'Avignon et qui a le matériel pour les mesurer. D'accord. Donc ça, c'est le travail classique de Voilà, terrain c'est ça. et Exactement, prélèvement c'est très d'échantillons, schématique, d'analyse. mais Voilà. ouais, c'est ça. Donc il y a une partie évidemment de réflexion en amont, hein, de réflexion sur la stratégie de prélèvement, qu'est-ce qu'on va prélever, comment on va le prélever, pourquoi on va le prélever. Et ensuite, une fois qu'on a prélevé, qu'est-ce qu'on en fait? Alors comment on va le stocker, comment on va le conditionner, et ensuite comment on va le traiter. Et dans le traitement, du coup, on fait différents tests. Alors évidemment, on est appuyé par les membres de la plateforme analytique de Chrome, hein, qui sont super et très impliqués dans cette thématique-là. Et du coup, qui conçoivent avec nous des techniques. Donc c'est très exploratoire, hein. On est sur Mhm. la recherche de dispositifs pour essayer d'épurer le plus possible ces échantillons. Et à la fin, arriver à mesurer des particules qui, on l'espère, seront visibles avec Et après, le on microscope. constitue une base de données avec ces informations-là. Exactement. Ouais. Et la fin de la chaîne, c'est d'arriver justement une fois qu'on a une méthode qui marche, qui fonctionne, on l'espère, c'est d'arriver à la publier, ces résultats. Donc pour ça, en fait, on rédige des papiers, on appelle ça des publications scientifiques, Mhm. qu'on va ensuite ben, soumettre à des journaux spécialisés. Et ces journaux l'envoient à des chercheurs qui vont vérifier la qualité du papier, et si la qualité est satisfaisante, le papier est publié dans le journal. Donc là, on a toute la chaîne Oui, on a qui, tout qui le cycle caractérise d'une recherche. une recherche. C'est bien de voir toute la globalité. Tout à fait, ouais. Voilà. Ça se déroule alors. Ça se déroule sur combien de temps à peu près, tout ce cycle-là? Alors ce Pour avoir une idée. cycle-là, c'est assez variable, hein. Ça dépend si on a de la chance, Mhm. si on a bien travaillé. Ouais. En général, on peut dire que si on est à fond sur une thématique, on va dire aller à 100%, de l'élaboration du projet. On imagine qu'on a le projet dès qu'on l'a rédigé, tout se passe bien, on a nos résultats immédiatement, on publie. Je pense qu'on est sur entre 6 mois et 1 an, D'accord. en étant à 100%, sans temps intermédiaire, et si tout se passe bien. Ouais. Ce qui est rarement le cas, mais ça fait partie Oui, après, ça de la peut recherche. varier selon les projets, ça peut être très variable. Tout à fait. Voilà. Ouais, complètement. Très bien, ça donne une idée un petit peu du cycle d'une recherche. Un peu. Voilà. Et c'est très variable en fonction des domaines. En sciences techniques, dures, expérimentales, alors il y a plusieurs mots pour ces domaines-là. En tout cas, en géosciences, donc c'est des papiers qui sont assez longs à rédiger. Donc on est sur peut-être parfois plusieurs dizaines de pages, c'est très normé, hein. On a un état de l'art, des matériels, méthodes, des résultats, une discussion. Donc c'est des papiers qui sont très longs à écrire, à rédiger, à corriger, à Surtout soumettre. quand il y a des collaborations. Surtout qu'il y a des Ouais. collaborations, ouais, bien sûr. Très bien. Et Voilà, les donc ça donne une idée oui, on va parler de tes autres
Projet de recherche Thématique, actuel, alors? Ouais. oui. Alors, donc du coup, ça c'est mon volet un petit peu plus ancestral, fil rouge. Mhm. Et au fur et à mesure, j'essaie de développer mon activité de recherche sur des thématiques toujours sur on va dire des géosciences de l'environnement. Donc à travers des approches d'évaluation de risque. Donc je fais partie de l'équipe Chrome, donc qui travaille sur les risques chroniques et émergents. Donc il y a plusieurs volets dans cette équipe Chrome. Et donc il y a la partie risque industriel, sûreté nucléaire, et il y a un volet aussi contaminant, changement climatique. Et donc j'essaie de travailler un petit peu sur ces différentes interfaces-là. Et pour ça, donc on a obtenu deux financements de projets de thèse. Donc avec des collègues dans lequel je vais être co-encadrant. Un projet de thèse qui est sur l'évaluation de la recharge de nappes phréatiques, donc à l'échelle du territoire de la nappe de la Vistrinck. Donc l'idée c'est de favoriser la recharge lorsqu'il pleut. Donc on est sur un territoire qui est quand même assez dépourvu de précipitations, donc dès qu'il pleut, l'idéal c'est de capter le plus possible l'eau qui va tomber. D'une part pour éviter, pour tamponner un petit peu les inondations, limiter un petit peu le risque d'inondation, mais aussi pour augmenter la recharge de la nappe, donc la quantité d'eau qu'on va infiltrer, stocker dans les nappes phréatiques. Et donc du coup, pour ça, on est sur une évaluation multi-échelle, d'un point de vue déjà qualité de l'eau, donc ça c'est pas moi qui vais m'en occuper. Moi je vais être plutôt sur la partie, du coup avec la doctorante qui est sur cette thématique-là, sur la partie modélisation en 3 dimensions des zones d'intérêt. Donc il va falloir cibler des zones qui sont propices à l'infiltration à travers notamment des approches cartographiques. D'accord. Et ensuite, donc on a acquis un drone et ce qu'on appelle un LIDAR, qui est un petit module qui va envoyer un faisceau laser, plusieurs faisceaux laser, pour reconstituer la topographie du site, donc l'élévation, les dépressions, les élévations du site, pour identifier les zones qui sont les plus basses, avec la précision la plus fine possible. Et donc c'est idéalement vers ces zones les plus basses qu'on enverrait des eaux pour qu'elles s'infiltrent naturellement, et évidemment en concertation avec tous les acteurs du territoire. Alors, que ce soit les municipalités, les riverains, les agriculteurs, donc pour avoir l'approche la plus consensuelle, co-portée et co-décidée à l'inverse d'une méga. C'est là que c'est de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité, puisque ça fait entrer en compte plusieurs disciplines. Tout à fait. Donc on a un volet qui est vraiment très technique et un volet qui est plus on va dire en perception des populations, et identification géographique, géologique. Donc ça fait vraiment appel à plusieurs thématiques là. Donc on est plusieurs sur l'encadrement de ce projet pour le mener à bien. Évidemment, la doctorante est actuellement sur cette thématique, elle vient de commencer. Donc ça, c'est un projet plutôt sur donc mon volet à moi, ça sera plutôt sur la partie, donc pour aider la doctorante sur la partie modèle numérique de terrain, on appelle ça modèle numérique de terrain, reconstitution de certaines zones avec le drone. Et donc un autre projet de thèse qui devrait démarrer à l'automne, qui est sur la persistance de contaminants. Alors, je le reprends, la persistance d'une substance, on ne sait pas si elle est contaminante ou pas, vraisemblablement non, qui est la substance utilisée en tant que retardant et larguée par les DASH. Donc les DASH, c'est pour l'extinction des feux de forêt, on a deux types d'avions. Les Canadair, qui sont très connus, jaune et rouge, qui larguent de l'eau, et les DASH qui peuvent larguer de l'eau, c'est des petits avions, ou alors du retardant, c'est cette poudre rouge qu'on voit qui est larguée pour éteindre le feu. Et donc du coup, ce retardant, il y a déjà une thèse qui a été réalisée sur le sujet, qui va être prochainement soutenue. Et l'idée, c'est de poursuivre ces travaux à travers une approche également par drone, pour la partie qui nous concerne à Nîmes, donc d'identification des zones de dépôt de ce retardant, comment il va se déposer exactement. Donc ça, on peut le voir avec des capteurs spécifiques sur le drone. Et ensuite, il y a une reconstitution en mécanique des fluides qui est également faite et portée par l'Université de Toulouse, enfin l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse. Là aussi, donc, c'est pas mal de partenariats interdisciplinaire là aussi. Oui, tout à fait.
Donc Très bien. j'ai la chance d'être dans cette équipe de recherche qui est interdisciplinaire et qui me donne aussi cette opportunité de travailler sur des thématiques qui sont assez différentes et sur lesquelles on voit cette interdisciplinarité. Et c'est ce qui me plaît aussi, c'est d'arriver à avoir quelque chose de construit, de, d'opérationnel et qui sert la société et la science. Très bien. Alors, tu nous as apporté un peu des objets. On va passer à notre rubrique suivante, celle de l'objet. Tu nous as apporté des objets en lien avec tes recherches. Tu vas nous expliquer un Oui. petit peu ce que c'est. Là, on repart sur la première partie, le premier Voilà. des projets dont tu nous as parlé. Plutôt sur le fil rouge, tout à fait. Voilà. Alors, c'est du matériel qu'on utilise essentiellement pour l'enseignement. Donc, j'ai évidemment une casquette de chercheur et puis une casquette d'enseignant. Donc, la partie recherche, j'en ai pas trop parlé, mais du coup, on fait aussi de l'animation sur l'axe risque industriel et sûreté nucléaire. Donc, on fait venir des gens pour discuter des différentes recherches menées sur ces thématiques-là. Et tu enseignes dans le master SNUC. Et j'enseigne dans le master SNUC. Alors, j'enseigne de la première année de licence jusqu'à la deuxième année de master. D'accord. Donc, j'ai des enseignements assez divers. Et plus on va vers le master, plus c'est en lien avec mes activités de recherche. Et donc, avec Corinne Legal-Lassalle, Isabelle Técher, je suis en responsabilité sur ce master. Je suis co-responsable de la première et deuxième année. Et donc, on travaille on travaille aussi sur la radioactivité en master. Et donc, on a du matériel pour mesurer cette radioactivité. Alors, je vous ai amené deux petits dispositifs. La caméra. C'est cette caméra. Cette caméra. Donc, on a deux dispositifs un peu identiques qui sont juste fabriqués par deux fabricants différents. Alors, ça paraît un peu curieux comme ça, ils ont l'air complètement différents. Mais le dispositif et la fonction est la même. À la suite de l'accident de Fukushima, il y a eu une défiance des populations envers les pouvoirs publics, notamment sur la mesure de la radioactivité. Donc les Japonais qui venaient d'être impactés par le tsunami puis l'accident de Fukushima se sont emparés de ces techniques-là. Donc, c'est ce qu'on appelle des safecasts. Alors, cette petite boîte, c'est un safecast. Celle-là, c'est un kit open radiation. Ça, c'est américain, ça, c'est français. Mais ça fait le même job. Donc, c'est un petit boîtier avec tout un tas d'équipements. Alors, il y a la pièce maîtresse qui est à l'arrière qui s'appelle un compteur. On appelle ça un compteur GGR. Hein, ça mesure de la radioactivité. Et là, donc, on a un circuit électrique quelconque avec un petit écran, et lorsqu'on va allumer le matériel, sur cet écran va s'afficher deux types d'informations. La première information, on a toutes les caractéristiques de l'appareil, le niveau de batterie, etc. Mais on a aussi deux éléments qui nous intéressent. C'est ce qu'on va appeler le nombre de coups par minute. Donc ça va être le nombre d'impacts de rayonnement radioactif sur ce petit capteur. Ou alors une conversion qui est faite en débit de dose. Et donc, dans ce cas-là, on va être plutôt sur une grandeur liée à l'impact de la radioactivité sur l'organisme. Donc, il faut imaginer que cette radioactivité, elle s'exprime à travers des rayonnements différents. Et ces rayonnements vont venir percuter les êtres vivants, notamment les êtres humains, donc les traverser un tout petit peu ou complètement. Et donc en traversant, ça peut causer des dégâts. On peut imaginer, c'est comme en fonction de la dangerosité, hein, ça peut être comme des balles qui vont venir traverser le corps. Et donc, c'est très caricatural, mais l'idée c'est ça. Et donc ça peut causer des dégâts. Alors évidemment, c'est beaucoup plus léger que des balles qui traverseraient le corps. Hein. Mais donc, on a une valeur de cette dosimétrie. Donc, c'est l'impact, la puissance du rayonnement sur l'organisme et qui est pondéré, donc qui prend en compte le type de rayonnement qui va être détecté par ce petit capteur. Alors, est-ce que c'est possible de montrer un peu plus près à la caméra ce petit écran ? Hop, donc là, on a... on voit super, beaucoup mieux. On vous voit super bien. Merci pour tout le monde. Donc là, on a une valeur de l'ordre de 0,081 microsieverts par heure. Donc, c'est la valeur de ce rayonnement
de cette énergie de désintégration qui prend en compte le rayonnement, qui va venir percuter le capteur par heure. Donc on est sur des valeurs évidemment naturelles, hein, on n'a pas de source radioactive à côté. Mais ça nous donne une idée des ordres de grandeur qu'on peut avoir. Et si on met par exemple un bloc de granit qui va être naturellement plus radioactif que du bois, eh ben on va avoir une élévation de ces valeurs directement sur l'écran. Donc ça permet de sensibiliser les étudiants à la mesure de la radioactivité. Ça peut servir pour tout public, on peut l'utiliser dans les écoles, dans les lycées. Évidemment, la précision de ce type de capteur est relativement faible. On n'est pas sur une machine qui fait 5 ou 6 mètres cubes. Donc plus évidemment la taille du capteur et la qualité, on va dire, des composants est importante, plus la précision va être Les importante. dispositifs, par exemple, les équipements de l'IRSN, par exemple, Ah oui, sont beaucoup plus conséquents. Oui, voilà. oui. Pour la Et, précision, la taille est beaucoup plus importante. Exactement. Et on va avoir des équipements différents en fonction du type de rayonnement. Donc il y a 3 types de rayonnement, le rayonnement alpha, bêta, gamma. Donc pour chaque type de rayonnement, on va avoir du matériel différent. Si c'est un échantillon liquide, ça sera différent d'un échantillon solide. Donc on est vraiment sur de la métrologie qui est beaucoup plus fine, plus précise que ce type de matériel. Mais on n'a pas la même finalité. Là, c'est vraiment de la sensibilisation, mais ça reste quand même fiable. Hein. On peut voir, si on s'approche d'une source radioactive, on va avoir la valeur qui va vraiment augmenter. Donc ça peut donner aussi une idée, si vous habitez dans une habitation sur, on va dire, un massif granitique, où il y a beaucoup de radioactivité avec un risque radon élevé. Alors le radon, c'est un gaz naturel radioactif. Vous pouvez utiliser ce genre de matériel pour vérifier quel est votre niveau d'exposition à la radioactivité et mettre en place des parades pour diminuer votre exposition et donc préserver un petit peu plus votre santé. Donc ça marche très bien. Alors là, ce matériel-là est américain. Celui qui est français, qui a été développé par une association, l'IRSN et une université de Paris, c'est celui-ci, qui marche exactement de la même façon. La différence, c'est qu'il va faire appel au smartphone pour fonctionner. Donc il n'y a pas d'écran, on voit directement le niveau d'exposition sur le smartphone, on télécharge une petite application et ça nous permet d'avoir ces niveaux d'exposition. Celui-ci est moins cher que le français, moins cher que l'américain. Donc, parce qu'il n'y a notamment pas les mêmes composés à l'intérieur, mais le niveau de précision est sensiblement identique. Au lieu d'avoir ce petit rond qui constitue le compteur GGR, là c'est un tube qui fonctionne de la même façon. Donc lorsque le rayonnement va venir traverser le tube, il va arracher des électrons au gaz qui est à l'intérieur. Et donc ça fonctionne comme une pile. Hein. Si les électrons sont libres, ils vont venir créer un courant électrique. Et donc à chaque petite impulsion, on va avoir, à chaque impact radioactif, on va avoir une diode qui va s'allumer, qui va venir clignoter. D'accord. Voilà. Donc c'est du matériel qu'on utilise pour l'enseignement, qu'on peut aussi utiliser pour la recherche. Et pour la sécurité aussi, si on et va pour la sur un sécurité. site, Tout à fait. surveiller la sécurité. Donc on a du matériel similaire, un petit peu plus poussé, un petit peu plus précis dans des centrales nucléaires pour vérifier qu'on n'est pas contaminé lorsqu'on rentre, lorsqu'on sort. C'est un peu plus précis, un peu plus opérationnel, mais ça fonctionne exactement de la même façon. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Avec plaisir. Alors on va Donc, passer. ça coûte quelques centaines d'euros. Ah oui, on n'avait pas posé la question du coup. Oui, d'accord. Oui, par rapport à une machine qui va en coûter plusieurs voilà, c'est accessible à un ça reste accessible pour qui un veut s'occuper de sa sécurité et vérifier qu'il n'y a pas de souci chez lui, surtout s'il habite dans une zone sur laquelle est implantée une centrale nucléaire. C'est vrai. Par exemple. Ça peut être un outil fiable. Tout à fait. Ou si vous habitez dans une zone où il y a un risque radon, ça peut permettre aussi de. D'accord. Donc celui-ci, c'est autour de 200 euros si je ne dis pas de bêtises. Il faut vérifier. D'accord. Okay. Ça reste relativement accessible. Très bien. Alors on va passer à la rubrique suivante qui est celle des questions. Okay. Alors je vais te donner le dé. Tu vas lancer le dé pour avoir le nombre de questions. Et si jamais les questions ne sont pas bonnes ou tu ne peux pas répondre ou tu ne peux pas répondre, tu auras quand même un joker. Okay. Voilà, je te laisse lancer le dé et nous dire combien
Ah, 6 6. questions. Ah, très bien. Alors, je te laisse piocher la question et nous la lire. Alors, sur quoi procrastines-tu le plus? Alors, c'est une excellente question. J'essaye de me trouver des petites parades pour ne pas procrastiner. En général, c'est des tâches qui vont demander du temps de réflexion. Et sur des projets qui vont être assez différents. Donc, j'essaie de me trouver des petites. J'ai pas d'exemple précis à apporter, mais c'est souvent les tâches qui demandent une réflexion approfondie où il faut se poser pendant une demi-journée pour bien réfléchir. J'ai tendance à procrastiner ces moments-là Ouais. et Et à pourtant te laisser c'est les plus absorber importants. par toutes les choses du Exactement, et quotidien. à traiter les Ouais. petites tâches au quotidien. Donc il il y a des petites astuces à trouver. Il faut se bloquer des créneaux justement Ah oui. pour faire ces tâches-là. Très bien. Alors, une deuxième question. Alors, quelle action souhaiterais-tu mettre en place qui n'existe pas à l'université? C'est une très bonne question. J'ai plein d'idées, donc Alors, il va falloir en choisir une. Ouais, une au hasard, Euh, parmi toutes celles qu'on peut avoir. je dirais justement des sensibilisations pour des publics, on va dire, des publics scolaires sur la radioactivité, alors, je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui sont réalisées notamment par la direction de la recherche en vulgarisation. Peut-être ajouter justement ce volet radioactivité qui n'est peut-être pas encore Eh ben, c'est une très bonne trop présent. proposition. Et on a avec nous Quentin, qui est médiateur scientifique. Je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Oui, effectivement, on peut totalement travailler sur un atelier ensemble autour de la radioactivité. Ça va être très sympa. Voilà. Donc la proposition est lancée. Et on va travailler dessus. Alors là, une troisième question. Une troisième question. De quelle compétence es-tu fier, mais qui ne t'est d'aucune utilité dans le travail? C'est une très bonne question. J'aime beaucoup le ski, je fais beaucoup de ski, mais ça ne me sert à rien dans mon travail. Bonne réponse. Surtout à Nîmes, c'est un peu difficile. Voilà, c'est Encore, ça serait tu devrais aller faire des prélèvements ailleurs qu'à Nîmes, en zone de montagne, mais autour de la Méditerranée, ça va être compliqué. Pour l'instant, mes thématiques de recherche ne m'ont pas trop poussé vers les stations de ski. Et en plus, il va falloir trouver un moyen de contourner un peu. Voilà. Trouver un projet en lien avec les stations de ski. C'est pas encore gagné, mais bon, je vais peut-être y penser. Alors, si tu devais retenir un seul objectif de carrière, lequel serait-il? M'amuser. Voilà, je pense qu'il faut il faut se faire plaisir, il faut travailler sur les thématiques qui nous intéressent, qui sont gratifiantes, qui servent à la science et à la société. Donc, et le métier de chercheur permet de faire ça. Exactement. Très bien. Alors là, c'est la 5e, je crois. On est à la 5e question. C'est ça. Maintenant. Alors, qu'est-ce que tu envies dans les autres disciplines de recherche? Ça, c'est intéressant puisque tu travailles beaucoup de façon interdisciplinaire. Si tu vois des choses chez les autres chercheurs qu'eux peuvent faire et que toi, tu n'as pas trop l'opportunité de faire. Je ne sais pas si c'est vraiment les envier, mais je suis admiratif de collègues d'autres disciplines qui travaillent sur des thématiques... on peut imaginer de la physique quantique, par exemple, c'est des choses qui sont complètement en dehors de ma compréhension. Et j'envie ces personnes-là ou des personnes qui travaillent sur dans la recherche contre le cancer, qui sont vraiment sur des projets très très fondamentaux. Donc, voilà, je suis admiratif de ces personnes-là. Pour autant, j'apprécie énormément ce que je fais et qui a une dimension qui est, on va dire, un peu plus scientifique, opérationnelle que scientifique fondamentale. D'accord, très bien. Et donc la dernière question. 5, allez, la 6e. Si tu pouvais ajouter quelque chose à ton CV, ce serait quoi?
Alors, un voyage scientifique à l'étranger. Ah, Un mobilité, projet, une chercheur. mobilité Ah oui. internationale, c'est le genre de projet qui me plairait bien. Ah oui, Voilà. il y a des offres au service des relations Exactement. internationales. Il y a des offres Alors, de peut-être pas mobilité pour tout de suite, régulièrement. mais Ouais. ça me plairait bien. Je vais me renseigner du coup. Ok, ouais. Très bien. Je crois que Merci j'ai fait les beaucoup. 6. Ouais, je J'ai crois fait qu'on les en a 6. 6. Ouais, c'est bon. J'ai fait les C'est 6. parfait. Merci beaucoup Bah, avec pour tes grand plaisir, réponses. Et on merci à va vous. passer à la dernière rubrique, qui est la plus créative de notre émission. Où tu vas devoir soit écrire ou dessiner quelque chose sur cette page blanche, Ok. en lien avec ta En lien recherche, avec ma quelque chose qui recherche. symbolise ta recherche. Alors, Ou, je m'excuse par avance pour mes talents de dessinateur. Je vais partir sur ce qu'on appelle un schéma conceptuel. Alors, ça nous arrive de plus en plus d'avoir ce genre d'approche, notamment sur des publications scientifiques. Et donc, je vais essayer de résumer un petit peu mes activités de recherche à travers ce schéma conceptuel, peut-être. Ah oui, c'est Alors, quelque ça chose qui sera fait partie pas des constructions de projets scientifiques. exactement. D'accord. Donc, souvent, lorsqu'on va publier, on va valoriser des résultats sur des papiers. On va nous demander un schéma conceptuel qui va permettre de synthétiser un petit peu l'essence du projet. Et donc, du coup, ça nous arrive d'avoir ce genre de réflexion. Alors, souvent, on se fait assister d'un ordinateur quand on n'est pas forcément le plus doué dans les arts plastiques. Mais l'idée, c'est ça. On va mettre un petit trèfle radioactif, histoire de. Ah oui. Alors, je le fais très mal, mais. Voilà, et on est sur une sorte de schéma conceptuel. Voilà. Alors, on va montrer à la caméra, puis tu vas nous expliquer. Alors, est-ce que vous voyez bien On voit très bien à la le caméra. schéma? Ok. Donc du coup, c'est un petit peu ce que j'essayais de dire au début. J'essaie de travailler sur des approches qui sont intégrées, qui sont multi-compartimentales. Donc je travaille sur plusieurs compartiments de l'environnement. Je travaille sur le compartiment terrestre. Alors je ne vais pas trouver le stylo, voilà. Sur le compartiment aquatique. Je travaille en partie sur le compartiment marin. Je travaille sur la radioactivité ou sur d'autres contaminants également. J'en ai pas parlé, mais je suis impliqué aussi dans d'autres projets avec des collègues de l'université. Je travaille j'utilise maintenant donc des drones pour travailler sur ces thématiques de recherche environnementale, de géosciences de l'environnement, et donc à l'échelle de ce qu'on va appeler des bassins versants. Donc de l'amont vers l'aval, des précipitations jusqu'à l'océan. Très bien. Pour schématiser. Très bien. Merci beaucoup. Une petite signature sur l'œuvre d'art qu'on conservera. D'accord. Et avec laquelle on fera peut-être des cartes postales, comme on l'a fait sur pas mal d'émissions. Ok. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci à vous. Et merci Loïc d'avoir participé à l'émission. Merci à vous, merci pour On a l'organisation. appris plein de choses, c'était le but. Bah, j'en suis ravi. J'espère que ça aura intéressé les spectateurs. Très bien, super. Merci beaucoup. Merci Samantha. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.